L'homme ne cesse de modifier son rapport à son corps. À mesure que les codes de société changent, le rapport à l'hygiène corporelle change aussi. Se laver, se brosser, se maquiller sont autant de gestes dont la signification a évolué au cours des siècles. Dans l'Antiquité, l'hygiène corporelle consiste avant tout à se baigner dans des rivières et à s'oindre d'huile parfumée. C'est en Grèce antique, au VIe siècle avant notre ère, que l'on situe l'apparition des premiers bains à vapeur. Installés près des gymnases, ils servaient d'abord à débarrasser le corps des athlètes de l'huile et du sable dont ils s'enduisaient avant l'effort. Très vite publicité par la société grecque, on y vient moins pour s'y laver que pour se détendre. On s'y restaure, on s'y rencontre, et même on y débat de philosophie. Bref, en Grèce, on prend rarement son bain tout seul. Cette dimension collective du bain sera exacerbée sous l'Empire romain. À l'origine un peuple peu soucieux de luxe et de confort, les Romains, une fois leur splendeur acquise, vont élever l'art de l'hygiène à un niveau jamais surpassé depuis. Au bain public des Grecs, on substitue des termes monumentaux et luxueux tels ceux de Cluny à Paris, ceux de Bath en Angleterre et surtout ceux de Dioclétien qui pouvaient accueillir jusqu'à 3000 baigneurs à la fois, soit un peu plus que l'Aqua Boulevard et dans un cadre autrement plus chic. Puisqu'ils étaient gratuits, ces termes étaient un lieu de rencontre pour toutes les couches et les classes sociales de la société romaine. Et ils constituaient avec les jeux du cirque un des loisirs principaux pour les citoyens romains qui pouvaient y passer jusqu'à 2 heures par jour. Là aussi, on s'y détend, on s'y prélasse, on s'y restaure, parfois même on se cultive dans les bibliothèques qui y sont contiguës et occasionnellement on s'y lave. Car en effet, comme le disait Marc Aurèle, le bain romain est avant tout de l'huile, de la sueur, de l'ordure et surtout beaucoup d'eau. 1000 litres par jour et par personne contre 146 en France de nos jours. Au dernier jour de l'Empire romain, on dénombre 952 thermes à Rome. Ce chiffre malheureusement ne fera que baisser au fil des siècles suivants. Ce n'est pourtant pas que le Moyen-Âge ait été étranger à la pratique du bain, bien au contraire. Dans les villes, il est commun d'aller se baigner. Cependant, au lieu des thermes colossaux qu'avaient installés les Romains, on préfère des étuves, des établissements plus humbles, mais qui sont toujours perçus comme des lieux de plaisir car l'eau y est chaude, ce qui est rare. Lieu où l'on se baigne nu, l'étuve est aussi le lieu où l'on se rencontre, où l'on se restaure, où l'on se prélasse, où l'on se fait raser, masser et parfois plus si affinité. Contrairement au bain romain qui était très ritualisé et impliquait l'usage de beaucoup d'huile parfumée, le bain médiéval, lui, est un peu plus rudimentaire. Le savon de piètre qualité est rarement utilisé, mais on parfume tout de même l'eau avec des fleurs. Peu à peu, les étuves deviennent des lieux malfamés. Dans les villes, l'hygiène se dégrade, les rues deviennent jonchées d'excréments et de détritus, même si on continue de se parfumer, de se coiffer, d'aller chez le blanchisseur, parfois chez le barbier. En 1292, Paris ne compte plus que 25 établissements de bains. Puis, au XIIIe siècle, les épidémies successives de peste et de syphilis vont condamner la pratique du bain. L'eau est dangereuse, mortelle, on la fuit. On croit en effet que la maladie pénètre d'autant plus facilement le corps que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur. Une toilette sèche se développe, c'est-à-dire que l'on va frotter son corps avec un linge. Parallèlement, l'hygiène corporelle change et devient vestimentaire. Plus on est riche et plus on va changer de vêtements, ce qui peut arriver jusqu'à 5 fois par jour à Versailles. Plutôt que de retirer la saleté, on va la camoufler. C'est à cette époque que la mode des parfums, des poudres et des pommades importées d'Italie s'installe dans les cours européennes. Mais ce repli progressif de l'hygiène corporelle va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Car en 1770, à Paris, on ne compte plus que 9
établissement de bain. Au XIXe siècle, les progrès de la médecine et de la chimie vont peu à peu redorer l'image de la pratique du bain, quoique très timidement. Comme le dirait Homer Simpson, moi je suis pas très bain, je suis plutôt eau de Cologne. Cette eau de Cologne, d'ailleurs, dont Napoléon était très friand, au point d'en consommer près de 72 bouteilles par mois. Pour s'en frictionner le corps, pour en mettre dans son bain, parfois même pour la boire afin de calmer ses aigreurs d'estomac. Mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on va assister à une vraie politique générale d'hygiénisation de la société. Les parfumeurs vont alors abandonner l'eau de Cologne au profit d'autres molécules telles que le terpinéol, dont l'odeur claire de muguet va s'introduire dans tous les savons de l'époque. Puis, sous l'influence des dandys qui adoraient passer du temps chez le barbier, les fougères et leur accord barbershop vont prendre de l'ampleur, tandis que les femmes se délecteront des nouvelles fragrances ambrées et chyprées. Il fait à nouveau bon sentir bon. La seconde moitié du XXe siècle verra une nouvelle étape dans l'hygiénisation de la société. Après s'être attaqué aux parents, on va s'attaquer aux enfants. C'est l'effet petit dop. Maintenant que la famille se douche tous les jours, il faut aussi qu'elle se shampouine, préparant un XXIe siècle hygiéniste et aseptisé. On remarque en effet depuis 20 ans une explosion du nombre de préparations dédiées aux soins du corps. Masques, gommants, exfoliants, sérums, toniques, élixirs dessinent un nouveau rapport au corps. Avec 6 douches par semaine en moyenne, les Français sont aujourd'hui des champions en matière d'hygiène corporelle, introduisant une société où le propre n'est pas tant la bonne odeur, mais son absence pure et simple.